Bonjour et bienvenue dans le magazine du week-end. Nous sommes ensemble et en direct jusqu'à 13h30 pour cette émission préparée par Léa Varin, réalisée par Marie Placé et à la technique Marie-Claire Oumabadi. Plus de 30 degrés à midi hier dans les rues d'Angers. Pour la pause déjeuner, les habitants se réfugient dans ce parc historique de la ville. C'est pour ça que je suis assise sous ce bel arbre et c'est très agréable. Vous sentez vraiment une différence? Ah oui, sous les arbres, oui. Ah oui. En tout cas, on voit la différence dans les rues et là dans le parc avec les arbres qui apportent de la fraîcheur aussi, l'ombre et mine de rien, le coin avec l'eau aussi, ça apporte beaucoup de fraîcheur. À Angers, remettre de la végétation dans la ville est un enjeu primordial pour s'adapter à des températures de plus en plus chaudes. Par exemple, cette allée végétalisée était avant accessible aux voitures. Le bitume a été enlevé, 180 arbres plantés. En cette période de canicule, c'est un lieu de confort. Démonstration avec ce thermomètre de surface. Sur le bitume, il fait 32 degrés et sous l'arbre, 25. Voilà, les arbres, refuges des citadins. Encore faut-il pouvoir planter, comme on vient de l'entendre dans ce reportage de France Télévisions, diffusé le 19 juin durant un épisode de canicule historique. Depuis, la France continue de suffoquer. 37 départements en vigilance rouge ce dimanche, avec des maximales comprises entre 37 et 41 degrés. Selon le Haut Conseil au climat, l'Hexagone et la Corse se sont réchauffés de 2,2 degrés entre 2016 et 2025. Pour s'adapter, il nous faut, entre autres, végétaliser les villes. Mais où et comment planter? Quelles essences et surtout avec quels moyens? Pour faire le point sur les défis de la ville verte, avec nous en studio, Françoise Vimeux, climatologue à l'Institut de recherche pour le développement. Bonjour. Bonjour. Amandine Richaud-Crambe, ingénieure en environnement, coordinatrice scientifique et thématique à l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Bonjour. Bonjour. Et à distance, Sylvain Grisot, urbaniste, fondateur et président de l'association Transition Urbaine. Bonjour. Bonjour à toutes les trois. Merci à vous trois d'avoir accepté notre invitation. France Culture, le magazine du week-end. Oumi Diallo. On va commencer par un rapide tour de table. La canicule de fin juin a profondément affecté les corps et les esprits. Selon Météo France, il a fait 40 degrés minimum sur 40% du territoire. Vous qui travaillez sur ces questions depuis plusieurs années, qu'est-ce qui vous a le plus marqué pendant cette semaine infernale? Amandine Richaud-Crambe. Ce qui est marquant, c'est que aujourd'hui, tout le territoire est touché. C'est un territoire français qui pouvait avoir des zonages et plutôt vers le sud de canicule. Aujourd'hui, on voit que c'est réparti sur l'ensemble du territoire et puis même on voit aussi sur le territoire européen. Et c'est à la fois la durée, la précocité et aussi l'intensité. Mais c'est vrai que cette fréquence au mois de juin et en plus, la durée de ces épisodes, c'est des choses qu'on a rarement vues et qui sont, en tout cas, assez choquants et encore plus pour la population qui en souffre. Sylvain Grisot. Écoutez, moi, c'est les signes d'emballement en fait de la crise qui m'ont vraiment surpris. Je les ai collectés au fur et à mesure qu'on avait les nouvelles qui tombaient. C'est une usine qui ferme, c'est les centrales nucléaires qui ralentissent ou qui s'arrêtent, c'est des bureaux qu'on évacue à la Défense faute de climatisation. En fait, on voit qu'il y a un effet direct sur nos modes de vie, mais aussi sur toutes les infrastructures urbaines et qu'il y a des risques d'emballement. Et c'est vrai que moi, j'ai senti aussi une peur d'un certain nombre de mes collègues, de mes amis et de moi-même, parfois à certains moments, par rapport à ce qui pourrait advenir s'il y avait 2, 3 jours de plus comme ça. Et Françoise Vimeux. Oui, alors je crois que nous, en tant que climatologues, on n'a pas été surpris de voir ce type de vague de chaleur juste après une autre vague de chaleur fin mai. Et si je devais quand même dire un chiffre qui m'a marqué, vous l'avez dit, c'est ce seuil des 40 degrés qui a été atteint ou dépassé plus d'une fois sur 40% de notre territoire, en particulier dans des territoires où les précédents records étaient vraiment très très loin. Et c'est peut-être ça qui m'a marqué en fait. Par exemple, à l'Île-d'Yeu, on a atteint 41 degrés. On a battu le précédent record de 5 degrés. Et battre des records de 5 degrés, c'est vraiment, je dirais, presque extraordinaire au sens premier du terme. Et ce chiffre des 40 degrés, est-ce qu'il était plus visible?
Alors en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le seuil des 40 degrés avant les années, 80, c'était un seuil que l'on dépassait, extrêmement, rarement. Depuis 2015, on le dépasse, quasiment, tous les ans, plusieurs fois, plusieurs dizaines de fois et là, fin juin 2026, on était à 114 fois, hein. Ce seuil a été dépassé déjà D'accord. 114 fois. Donc, c'est vraiment une situation, complètement, inédite et surtout ça a été dit, par, sa précocité. Donc on a vraiment passé un cap là, hein. On fait face à, ce qu'on appelle ces nouvelles vagues de chaleur qui vont devenir, notre quotidien, notre norme. Je rappelle, hein, que cette vague de chaleur, elle aurait été, totalement impossible, dans un climat non modifié par l'homme et même il y a juste 50 ans, en 1976, on battait à cette époque, hein, des records, du début du XXe siècle et bien même en 1976, les études qui datent d'il y a quelques jours montrent que cette vague de chaleur de juin 2026 aurait été impossible à la fois en termes d'intensité et à la fois en termes de précocité. Donc justement, il va falloir s'adapter et la végétalisation est considérée comme un outil d'adaptation très efficace et vous expliquez que c'est non seulement l'outil le plus rapide, mais aussi le moins coûteux. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, Françoise Vimeux? Alors en fait, l'adaptation, des villes, aux vagues, de chaleur, c'est un point absolument crucial et il y a différentes solutions. La végétalisation, elle en fait, partie et la végétalisation pardon, ça peut être, une première solution de court terme, hein. Parmi, toutes les solutions, que l'on a, il y a des solutions qui prennent du temps ou bien parce qu'il y a un temps de mise en œuvre qui est important ou bien parce qu'elles sont coûteuses. La végétalisation, ça a déjà commencé, hein, en fait, par exemple dans les cours, d'école. Et c'est quelque chose qui peut se mettre en place facilement, qui est aussi, très bien accepté par la population et ça, c'est un point important, hein, la population doit adhérer, aux solutions d'adaptation, qu'on lui propose. Et quels sont les lieux à végétaliser en priorité? Oh! Je dirais, un peu partout, dans les villes. Alors, j'ai parlé des cours d'école. Enlever le bitume. Pourquoi? Parce que le bitume, c'est noir, ça va garder, la chaleur et donc si possible, enlever le bitume. C'est pas grave, hein, si les enfants sont un peu sales, quand ils rentrent de l'école. Mettre de la végétation avec, différentes strates, hein, de végétation, pas que des arbres. Je pense qu'on en reparlera, après. Ensuite, il y a bien sûr, les rues. Alors la végétalisation dans les rues, ça peut être un peu plus compliqué et puis ce qu'il faut faire attention, c'est que, planter des arbres au milieu du bitume, c'est pas forcément non plus une bonne idée parce qu'il faut que l'arbre, il puisse, récupérer, de l'eau pour après, la recracher, hein, quand il fait chaud. Donc là, il y a c'est vraiment, je dirais, une spécialité, hein, que moi je n'ai pas, mais, je dirais qu'il faut planter de la végétation un peu partout en ville. Dès qu'on peut le faire, il faut le faire. Selon une étude scientifique internationale de 2023 publiée dans la revue The Lancet, adapter les villes européennes aux canicules en les recouvrant à 30% d'arbres contre 15% pour la moyenne actuelle pourrait réduire les morts liées à la chaleur de près de 40%, d'autant que l'Europe se réchauffe plus vite que les autres continents et que sa population vieillissante est particulièrement exposée. L'OMS alerte, plus de 200 000 personnes sont décédées des suites de la chaleur en Europe au cours des 4 dernières années. Françoise Vimeux, je continue avec vous. Quels sont les bénéfices procurés aujourd'hui par les arbres en milieu urbain? Alors, en fait, vous l'avez dit, hein, quand on il y a des études qui, mesurent la température, au sein d'un parc, par exemple à Paris et puis, dans quelques rues à côté, qui sont, complètement, minérales. On a des différences de température de plusieurs degrés, hein, ça peut atteindre 8, 9, voire, 10 degrés. Donc c'est, absolument, énorme. Ces bénéfices, hein, de la végétalisation, ils ont été, mesurés. Vous l'avez dit, hein, l'Europe est particulièrement concernée, par les risques sanitaires, dus, aux vagues de chaleur. C'est un des 4 grands risques, hein, qui a été identifié pour le continent, européen et c'est probablement des risques qu'on n'a pas bien pris en compte, je dirais il y a une dizaine, il y a encore une quinzaine d'années. Donc là, on espère, hein, que les esprits vont être, marqués, vous l'avez dit, hein. Et donc il y a vraiment un bénéfice énorme. Mais encore une fois, la végétalisation n'est pas la seule solution. Elle doit être couplée avec, l'isolation thermique de nos bâtiments, la rénovation, de nos bâtiments, l'architecture intérieure, Mhm. l'architecture extérieure, hein, mettre des stores, des pare-soleil, des brise-soleil. Il y a aussi faire re-rentrer l'eau dans la ville et ça, si on veut avoir de la Oui, on végétation, va en parler c'est un petit peu. absolument, indispensable Tout et à puis il fait. y a tout un travail sur quel type de végétation on va mettre dans quelle ville, hein. Évidemment, si vous plantez des arbres qui ne résistent pas à la Mhm. sécheresse et à la chaleur, ça c'est pas du tout une bonne idée. D'autant qu'en plus, on parle d'arbres matures, parce qu'il faut du temps pour qu'un jeune arbre offre
plein potentiel? Combien de temps à peu près? Alors en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, quand on veut végétaliser, il faut certainement végétaliser à différentes hauteurs. On peut pas planter que des arbres, matures, c'est pas possible, il faut planter, des jeunes arbres. La bonne nouvelle quand vous plantez des jeunes arbres, hein, c'est ils ont besoin de carbone, hein, pour se construire, hein, leurs troncs, leurs feuilles, donc ils vont, finalement absorber du dioxyde de carbone, donc en plus ils nous rendent un autre service, hein, que de nous donner de l'ombre, ou, de nous rafraîchir par, l'évapotranspiration. Et donc, oui, ça prend du temps. Un arbre, selon les espèces, ça va être 10, 15, 20 ans. Mais je pense qu'il faut pas que ça soit une limite qui nous empêche, Mmh. d'agir, hein. Oui, il Ouais. faut agir maintenant. C'est d'autant On aurait dû déjà c'est agir, urgent. Mmh. il y a, bien longtemps. Selon une enquête de l'UNEP, l'Union nationale des entreprises du paysage, 80% des Français trouvent qu'il n'y a pas assez de végétal en centre-ville. Dans le classement des villes les plus vertes de France, Angers arrive en tête, suivi par Annecy et Metz. Est-ce que ce sont des modèles réplicables? Est-ce qu'on peut planter partout aujourd'hui dans toutes les villes ou est-ce qu'il y a des contraintes à prendre en compte, Sylvain Grisot, notamment au niveau des sols? Alors oui, on peut évidemment planter dans toutes les villes, et il y a aussi des contraintes partout, hein, y compris, à Angers et Metz, si vous voulez. Mm. Donc on a des contraintes qui sont extrêmement importantes. Alors quand on parle de végétalisation, on parle souvent plutôt, d'espaces qui sont maîtrisés par la puissance publique, ce qui est déjà, une forme d'erreur, hein. On a au moins la moitié des potentiels de développement de la canopée, ces fameux 30 hein, qui Alors on sont va dans expliquer ce que l'objectif, c'est qui que sont. la canopée, hein, c'est l'étage supérieur des arbres, c'est ça, hein? Oui, et si vous voulez, quand on parle en pourcentage de canopée, ça évite de parler de nombre d'arbres. Quand Mhm. vous parlez de nombre d'arbres, en fait, ça peut être des tout petits arbres qui vont mettre Voilà, 30 ans à faire de l'ombre c'est plus ou un vieux platane qui significatif. est là depuis 50 ans. Voilà, donc le pourcentage de canopée, c'est finalement la part de la ville qui est à l'ombre des arbres, hein. D'accord. Donc cet objectif de 30 il est assez intéressant. Il nous dit pas grand-chose, au réel. Par contre, il donne des objectifs et des objectifs politiques, d'autant plus intéressants quand on les applique quartier par quartier, parce qu'il y a de très fortes inégalités, y compris dans des villes qui sont déjà pas mal végétalisées. Des contraintes, il y en a beaucoup, notamment parce qu'on a besoin de place, hein, de surface. Donc, rapidement, quand on sort de la cour de l'école, on arrive dans la rue et là, tout à coup, si on végétalise, il faut prendre la place à quelqu'un et bien souvent, c'est à la voiture, ou plus exactement la voiture qui est garée, hein. Donc, rapidement, on a là-dessus une forme de lutte des places, sur lequel, faut être suffisamment déterminé, sans doute avoir des discussions et des négociations plutôt l'été, les jours de canicule, que l'hiver quand plus personne se préoccupe, de ces coups de chaud. Et puis on a aussi besoin d'une en sous-sol, hein, sous les espaces, enrobés aujourd'hui. On a des réseaux qui sont présents et qui sont nécessaires. On a des contraintes de gestion, de circulation. Bref, le sol urbain, c'est pas un sol de forêt, il est complexe et ça impose d'avoir toute une ingénierie finalement, qui permette de planter et de planter, comme il faut. Hein, ça a commencé à être dit par Françoise. Mm. Heu, Aujourd'hui, on a l'habitude finalement de planter, de faire ce qu'on appelle des fosses d'arbres, donc finalement quasiment des arbres en pot, hein, avec peut-être quelques mètres cubes de développement potentiel pour eux, mais peu d'accès à l'eau, peu d'accès à la terre, peu d'accès à une vraie capacité de développement des réseaux racinaires. Donc, il y a aussi d'autres Et, ju- méthodologies qui commencent à être mises en place pour qu'il y ait réellement la place, d'avoir un et développement cohérent justement, des arbres. cette question de l'eau, cette question du manque d'eau, on le voit aujourd'hui dans les villes, beaucoup de feuilles d'arbres sont très sèches. Comment est-ce qu'on la prend en compte dans la végétalisation d'une ville? Alors, en fait, quand on parle d'adaptation, et de nouveau climat, mais Françoise en parlera mieux que moi, mais nous, en tout cas, en tant qu'urbanistes, on est confrontés à 2 choses. On est confrontés à cette sécheresse, à la fois pour le végétal, mais on va le voir à la fin de l'été aussi, hein, pour l'approvisionnement en eau potable de la population. Mais on est aussi, confrontés, à de plus en plus d'événements pluvieux qui sont extrêmement brutaux, hein, et qui sont pas, finalement, les événements qu'on connaissait, il y a 10, 15, 20 ou 30 ans. Donc nos villes, elles sont pas faites non plus pour ça. Donc aujourd'hui, dans la façon dont on dessine nos espaces urbains, que ce soit du bâtiment à l'espace public, j'ai envie de dire, on tend à ralentir, l'écoulement de l'eau de façon à garder chaque goutte de pluie et qu'elle passe au pied de l'arbre. Au pied de l'arbre, il doit y avoir aussi suffisamment de terre de façon à ce que et une terre de qualité, de façon à ce que toute l'humidité qui est conservée, soit là. Et puis, aussi prévoir, des formes de gestion d'urgence, avec, des formes d'arrosage. Par exemple,
pour des jeunes plants qui viennent d'être plantés ou pour des canopées qui sont structurantes pour la ville, avec des arbres qui peuvent être eux-mêmes menacés hein, par la canicule et qui peuvent avoir besoin d'eau à la fois pour survivre et pour maintenir une de leurs fonctions, qui est l'évapotranspiration, hein, qui est une forme de brumisateur naturel. L'arbre peut le faire s'il a de l'eau. Donc, il y a vraiment 2 combats pour nous dans le design de l'espace public notamment. C'est désimperméabiliser pour Oui. retrouver une forme de ville éponge, avoir une infiltration de l'eau au quotidien et notamment quand on a des événements violents, des événements pluvieux violents, mais aussi ramener toute l'eau qu'on peut au pied des arbres. Savez-vous planter un arbre? Ce serait une bonne idée. Savez-vous planter un arbre? Moi je veux bien vous aider. Savez-vous écouter l'arbre quand il murmure dans le vent? Savez-vous écouter l'arbre chanter qu'il est bien vivant? Ça peut être un érable ou bien un cerisier, un orme ou un bouleau, un pêcher, un pommier. Savez-vous soigner un arbre, automne, hiver et printemps? Savez-vous soigner un arbre, ça demande beaucoup de temps. Savez-vous aimer un arbre? Savez-vous planter un arbre, Henri Salvador? En tout cas, c'est le cas de nos invités, j'ai l'impression. Bienvenue si vous nous rejoignez en direct sur France Culture dans ce magazine du week-end consacré au défi de la ville verte. En France, chaque collectivité fixe ses propres objectifs de végétalisation. Pour aider les élus, l'État a mis en place des outils de diagnostic et d'accompagnement comme la démarche TACT avec 2 C pour trajectoire d'adaptation au changement climatique des territoires ou encore Plus fraîche ma ville. Objectif, se préparer à une France à plus 2,7 degrés en 2025 par rapport à l'ère pré-industrielle, en 2050, par rapport à l'ère pré-industrielle. Amandine Richaud-Crambe, l'ADEME est une agence de la transition écologique placée sous la tutelle du ministère en charge de l'environnement, du ministère en charge de l'énergie et du ministère en charge de la recherche. Est-ce que les élus, et pas seulement écolos comme on peut l'imaginer, se saisissent de ces outils et pour quels résultats ? Alors c'est vrai que au début, il n'y avait pas forcément une demande ou en tout cas, il était difficile de convaincre sur ce sujet-là. Mais on voit aujourd'hui qu'il y a un réel consensus et qu'il y a vraiment une demande et un réel aussi envie et besoin d'adapter. Donc l'ADEME justement accompagne les élus, les collectivités, mais pas que. Ça accompagne aussi les entreprises, ça accompagne aussi le grand public parce que comme pour les solutions dont on a parlé de la végétalisation, où on a besoin de complémentarité de solutions et pas uniquement l'arbre ou la plantation, là aussi, on a besoin de travailler à toutes les échelles, à la chaîne complète, c'est-à-dire des décideurs, mais aussi des techniciens, techniciennes qui vont être sur le territoire et mettre en œuvre, mais aussi des entreprises. Et c'est vraiment le travail de l'ADEME également à toutes les échelles. On ne travaille pas que à l'échelle nationale, on travaille beaucoup à l'échelle locale, puisque souvent on pense que la surchauffe urbaine, ça concerne uniquement des grandes métropoles ou des grandes villes, mais aujourd'hui ça concerne même les petites villes, et il y a vraiment des décideurs, des élus de toutes petites villes qui cherchent et ont besoin d'aide justement pour rafraîchir les villes. Est-ce que vous arrivez à chiffrer le nombre de demandes? Vous voyez une évolution, une augmentation? Est-ce que les besoins augmentent à mesure que ce sujet maintenant est quand même beaucoup plus dans l'actualité? On se rend compte que c'est une réalité?
Il y a déjà des sollicitations qui augmentent, notamment grâce aux outils qu'on a mis en place, parce que c'est aussi le rôle de l'ADEME d'accompagner grâce à de l'outillage opérationnel, donc à rendre opérationnel ce rafraîchissement urbain et cette adaptation au changement climatique. Et vous parliez justement de Plus fraîche ma ville, qui est un outil qui est assez récent, date de 2023, mais il a été popularisé avec l'Association des maires de France, justement. Donc, on voit qu'il y a vraiment une prise de conscience, pardon. Et aujourd'hui, déjà, 117 collectivités ont été accompagnées, justement, par ce programme et cet outil. Donc, on a une vraie demande. Et même si ce n'est pas forcément la demande des élus, on voit qu'il y a une demande de la population et des citoyens, citoyennes à Donc ça inciter. remonte en fait jusqu'aux Voilà, élus. il y a aussi du top, ce qu'on va appeler du top-down, donc c'est-à-dire du haut vers le bas, mais il y a énormément de bottom-up, c'est-à-dire la population, les citoyens, citoyennes, qui ont des demandes fortes et demandent aussi des responsabilités et des engagements auprès de leurs élus. Il y a quand même une impression de fossé entre la volonté du terrain et les décisions nationales. Prenons l'exemple du Fonds vert, l'outil de financement de la transition écologique créé en 2022 par Elisabeth Borne, qui a été divisé par près de 4 en 2 ans. Fin mai, en pleine vague de chaleur, le gouvernement a encore coupé dans son enveloppe à hauteur de 163 millions d'euros. Comment vous l'expliquez ça, Amandine Richaud-Crambe ? Ouais, comme je l'ai dit, il y a parfois un problème à convaincre, et aussi on est dans une économie, et en tout cas on est dans une situation économique de la dette qui est compliquée. Et dans le fait d'avoir du mal à convaincre, on pense souvent que la question de l'environnement, l'adaptation au changement climatique est le parent pauvre justement de la politique et a un coût élevé en fait. Sauf que ce qu'on voit, c'est que l'inaction a un coût bien plus élevé que les politiques d'investissement d'adaptation au changement climatique ou d'atténuation ou de transition écologique en général. C'est-à-dire, vous avez, on a une idée un petit peu de chiffres, enfin d'exemples concrets de cette inaction ? Alors, cette inaction, on peut la calculer à la fois comme un coût social et sanitaire, là où on peut réfléchir à ça, et aussi un coût sur l'économie. Des projections, notamment de l'OCDE, c'est l'organisation mondiale, qui dit qu'à plus 2 degrés, donc une trajectoire qu'on a déjà commencé à atteindre, malheureusement, comme ça a été dit, on peut aller jusqu'à une perte de 10% du PIB. Donc, ça a un impact sur l'économie, ça a un impact sur l'agriculture, ça a un impact, comme on l'a dit, ça va être de la comorbidité sur le sanitaire. Et je ne parle même pas en fait des choses qui ne sont pas évaluées comme de la valeur, ou en tout cas qui n'ont pas un coût financier, comme la nature et la biodiversité. Qui sont inestimables. Qui sont inestimables, parce que quand c'est perdu, pour y revenir... alors, on a des chiffres aussi pour montrer qu'on peut retrouver de la biodiversité, ou en tout cas des écosystèmes qui ne seront pas comme avant, mais qui auront des services quand même. Et il y a aussi le coût de ce qu'on va appeler les catastrophes naturelles qui sont augmentées par leur fréquence et leur intensité par le changement climatique. Ça aussi, ça a été montré grâce aux climatologues. Et là, on voit déjà que entre 2005, où ça a commencé, alors je dirais 2003 même, avec la canicule, ou encore avant avec la tempête Xynthia, à aujourd'hui, il y avait déjà eu un coût auprès des assurances et de réparation de plus de 35%, rien que sur ces 5 dernières années. Donc on voit déjà l'évolution, mais il y a des projections aussi en 2050 qu'on pourrait arriver jusqu'à presque plus 90% de coûts de réparation. Donc c'est énorme. Donc vraiment, je veux insister là-dessus, c'est que l'inaction est un surcoût, contrairement à l'investissement qu'on peut avoir sur l'adaptation. Alors souvent, on va nous dire, oui, mais c'est plus cher de faire attention quand on construit, quand on végétalise ou autre, les impacts qu'il y a sur la ville, quand on veut faire des travaux, ça va être plus cher. Mais finalement, on se rend compte que c'est peut-être 5% de plus du coût total. Donc, c'est pas énorme par rapport au coût global de l'inaction. Et ça coûte aussi moins cher d'adapter que de modifier a posteriori ou de réparer. Françoise Humeux, vous souhaitez intervenir ? Oui, je crois que c'est vraiment, là, moi, je suis tout à fait d'accord sur le fait qu'il faut absolument insister sur le fait que le coût de l'adaptation, c'est vraiment très inférieur au coût des impacts, des événements météorologiques extrêmes qui vont arriver. Quand on regarde au niveau global, il y a souvent un rapport de 1 à 7 jusqu'à 1 à 10 qui est donné. 1 euro investi dans l'adaptation permet d'économiser 7 à 10 euros qu'on aurait utilisés pour les pertes et dommages
orages qui sont occasionnés par ces événements météorologiques extrêmes. Et l'an passé, sur le territoire hexagonal, en 2025, donc vous savez, 2025, c'est parmi nos 3 étés les plus chauds en France hexagonale qu'on ait connus depuis le début du XXe siècle. Il y avait eu une étude qui montrait qu'en termes de PIB, on avait perdu quelques dixièmes de points et que ça correspondait, si ma mémoire est bonne, à peu près la moitié de la croissance attendue. Donc l'impact économique, il est vraiment énorme et je pense qu'on l'a souvent sous-estimé Oui, jusqu'ici. effectivement. Ouais. Je suis vraiment Sachant qu'on est parfaitement d'accord avec ça. sur une trajectoire à plus 2 degrés, mais on est plutôt aujourd'hui dans les prévisions à une trajectoire pour 2100 à plus 4 degrés. Mais justement, Donc on va là, on venir parle juste à plus 2 On degrés. va venir aux prévisions et comment se projeter. Sylvain Grisot, vous souhaitez, avant ça, rapidement intervenir également? Oui, je voudrais revenir sur la question de l'appropriation politique. Enfin, je veux dire, Françoise et Amandine là l'ont parfaitement démontré. Il y a une rationalité, y compris économique, à agir. En effet, il y a un certain nombre de communes qui avancent, mais il faut être extrêmement clair. Aujourd'hui, on a un recul manifeste des politiques de l'État sur les questions écologiques en général et sur les budgets permettant aux collectivités locales d'agir. Vous avez cité le Fonds vert, c'est un exemple, mais il y en a aujourd'hui beaucoup d'autres. J'ai envie de dire que la seule proposition pour lutter contre la canicule aujourd'hui, c'est les gels de crédit par Bercy. Et en local, on a en effet des communes qui agissent, mais on a aussi pas mal de communes qui rembobinent, reviennent au XXe siècle. On l'a vu après les municipales. Il y a un certain nombre de surfaces de stationnement qui sont recréées en lieu et place du végétal, certainement pas visionnaires. Et de toute façon, dans les communes, y compris dans des communes comme Paris, qui ont fait beaucoup de cette question de la végétalisation, ça ne va absolument pas assez vite. On n'est absolument pas au bon rythme, y compris dans des territoires qui sont volontaristes par rapport à ça. Donc il y a un vrai problème de mobilisation politique. Il ne faut pas l'éluder. Aujourd'hui, ça ne va pas assez vite et il y a plutôt du recul. Et donc, il y a un besoin de mobilisation citoyenne de façon à exiger une action à la fois au local et au national. Ça tombe bien, on a bientôt des élections. Eh bien, d'autant que la canicule, et ça a été dit un petit peu plus tôt dans l'émission, exacerbe les inégalités sociales. Elle touche prioritairement les personnes les plus précaires, celles qui n'ont ni maison de campagne, ni climatiseur, et sont prêtes à se battre pour en obtenir un. C'était le 2 juillet. Écoutez. Dès l'ouverture, l'émeute. Chacun tente de repartir avec un ventilateur ou un climatiseur. Une femme s'accroche même au carton, piétinée par la foule. Le chaos aussi dans cet autre magasin de l'enseigne. Les clients s'empoignent. À Nanterre, les portes cèdent face à l'afflux de monde. Ici, un client pulvérise même du gaz lacrymogène. Il y a de la lacrymo ? Le groupe avait promis 200 000 ventilateurs et climatiseurs à l'heure où ils se font rares sur le marché. Mais chaque magasin n'a que quelques modèles disponibles. Je suis arrivé pile à l'heure, puis quand ça a ouvert. Ma mère, je sais pas comment elle a fait, mais elle a trouvé des ventilos directement. Et là, on est très contents. 89 € le ventilateur, 179 la clim. Des scènes de chaos diffusées dans le 20h de France 2. Sylvain Grisot, en préparant cette émission, vous nous avez expliqué qu'historiquement, ce sont les quartiers les plus aisés qui sont aussi les plus végétalisés, ce qui constitue une inégalité supplémentaire. Oui, on parlait de la canopée comme étant un des facteurs de robustesse par rapport à ces événements-là. Un seul, important, mais un seul. Il y en a d'autres, il y a évidemment le bâti, etc. Et on constate que ces objectifs de 30% de canopée sont intéressants, mais il faut descendre vraiment à l'échelle du quartier parce qu'il y a de très très fortes inégalités entre les quartiers. Et on a des quartiers populaires, des quartiers pauvres qui sont souvent beaucoup moins équipés finalement de cet outil de résilience qu'est la canopée. Amandine Richaud-Crampe, qu'est-ce que vous constatez sur le terrain? Quels sont les publics les plus vulnérables? Alors, c'est ce qu'on a vu en tout cas, ce qu'on a entendu avec ce reportage, c'est aussi un problème
de résilience et d'adaptation en fait des ménages. C'est-à-dire que les publics les plus vulnérables, donc ce qu'on va dire les plus vulnérables, c'est notamment en précarité financière, donc avec un taux de pauvreté énorme, mais aussi les personnes âgées, les femmes, c'est important aussi, il y a une disparité au niveau du genre et des enfants. Vous voulez dire les familles monoparentales? Entre autres, les familles oui. monoparentales, mais aussi, puisque on le voit aussi aujourd'hui, il y a une féminisation de la pauvreté. Il y a des études qui sont sorties, notamment du Secours populaire, sur ça. On a beaucoup parlé aussi de la santé mentale. Il y a la santé Et de la mentale. canicule. Complètement. Et il y a vraiment ces populations-là sont touchées de façon disproportionnée par le changement climatique et encore plus par la chaleur. Donc, comme ça a été dit, c'est souvent des quartiers qui sont plus bétonisés avec moins de végétalisation, pas que de la végétalisation. Il y a des problèmes d'isolation thermique, il y a aussi des problèmes de présence d'eau, d'énormément de bitume un petit peu partout. Et ces populations sont plus vulnérables, donc elles sont plus touchées, mais c'est surtout qu'elles ont moins de possibilités et de moyens de s'adapter et de résilience. C'est pour ça qu'on dit que ça touche de façon disproportionnée, parce qu'il n'y a pas que l'effet direct, il y a aussi l'effet indirect de comment on est capable en fait de rebondir, de se protéger de ce genre de crise. Et il faut, par rapport à ce qui a été dit par Sylvain sur les quartiers, on va dire les plus riches, les plus végétalisés, on voit aujourd'hui un problème encore là qui va être tertiaire, c'est qu'il y a une gentrification verte qui est en train de se passer. C'est qu'on voit vraiment une augmentation du prix du foncier, les personnes les plus précaires qui vont être en plus déportées là où ils n'ont plus capacité de loger et d'accessibilité à justement des espaces verts, plus de bâtiments un peu plus neufs, un peu mieux conçus. Et ça aussi, c'est une inégalité forte qui va se reproduire de plus en plus, et en tout cas qui a déjà commencé, mais qu'on voit, alors là sur la chaleur, mais ça va être aussi le cas sur les inondations. C'est vraiment, les gens en fait perdent tout et n'auront plus de nécessité, ou en tout cas ne plus de possibilité, de pouvoir se loger à cause de cette gentrification verte. Très rapidement, est-ce qu'il existe des dispositifs spécifiques pour les personnes les plus précaires face à la canicule ? Alors aujourd'hui, il n'y en a pas forcément des spécifiques, à part le fait d'avoir des organismes comme les collectivités ou le SAMU social qui vont prendre vraiment des nouvelles des personnes les plus âgées, ou faire rentrer en priorité les publics vulnérables, en tout cas qui sont touchés par des coups de chaleur. Mais là où on peut avoir une action aussi, c'est tout le travail que fait notamment l'ANRU sur les quartiers les plus populaires, où il y a aussi avec le dispositif plus fraîche ma ville, en fait, des quartiers qui sont ciblés et qui permettent un gros investissement, comme on l'a dit, dans l'isolation thermique, pas uniquement dans la végétalisation, dans la bitumisation, dans le changement de comportement et la sensibilité aussi, puisque ça a été dit là encore qu'il faut les citoyens et citoyennes qui agissent. Et donc c'est vrai que l'ANRU, accompagné notamment de l'ADEME, fait un gros travail là-dessus, et c'est important. Donc l'ANRU, c'est l'Agence nationale du renouvellement urbain. Merci. Oui, il reste encore beaucoup à faire. Françoise Vimeux, quand on entend tout ça, quand on sait la catastrophe qui s'annonce, est-ce que ce n'est pas trop tard ? Alors non, il n'est jamais trop tard. On est très en retard, mais il n'est jamais trop tard pour commencer. Le Haut Conseil pour le climat le rappelle, on a des plans nationaux d'adaptation particulièrement ambitieux en termes d'objectifs. Et le problème est sur la mise en œuvre de ces plans. On a parlé du problème du financement, un financement qui n'est pas à la hauteur des ambitions. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a les solutions, et on a les solutions pour différents types de vagues de chaleur, différents types d'environnement, des villes plutôt moyennes ou plutôt grandes. Donc moi, je dirais que non, il n'est absolument pas trop tard, et il faut démarrer tout de suite, parce que, on le disait tout à l'heure, on a des solutions à court terme, mais il y a des solutions à très long terme. Par exemple, se raccorder à des réseaux urbains de froid pour rafraîchir les bâtiments publics et privés, ça c'est vraiment une solution sur le long terme. Ça prend du temps, ça demande des aménagements pour conduire la fraîcheur jusque dans les bâtiments, et même dans les bâtiments, ça demande des aménagements. Donc là, c'est surtout pour les constructions à venir, les constructions neuves, bien prendre en compte on ces a l'impression possibilités. que toutes les solutions sont là, la volonté politique. Moi, je dirais qu'on a les armoires pleines de rapports sur comment on fait pour s'adapter au changement climatique, et ça a été dit, pas qu'aux vagues de chaleur, et comment on fait pour adapter les différents secteurs, parce que là, on parle des villes, mais les vagues de chaleur, elles ont des impacts terribles, par exemple, sur le secteur agricole. Quand j'étais gosse, la nourriture,
c'était de la bouffe. Là-dessus, nos magiciens de la science ont empoisonné l'eau, pollué le sol, détruit les plantes et la vie animale. Enfin, de mon temps, on trouvait de la viande n'importe où. On achetait des œufs, du vrai beurre. On trouvait de la litue fraîche à gogo. Je sais, Sol, tu m'en as déjà parlé. Est-ce que quelqu'un peut vivre dans un climat comme celui-là, la canicule d'un bout de l'année à l'autre? On se croirait dans un four, on crève à force de transpirer. Soleil vert en direct sur France Culture, film d'anticipation tristement actuel, réalisé par Richard Fleischer en 1973, dans lequel les hommes ont épuisé les ressources naturelles. J'aimerais à présent qu'on évoque l'avenir de la végétalisation urbaine, en particulier le choix des essences, soit les différentes espèces d'arbres, qui est en fait directement lié à l'évolution du climat et l'occasion aussi de briser certaines idées reçues, Françoise Vimot, comme celle qu'au fond les températures actuelles et à venir sont habituelles dans les pays du Sud et que nous serions finalement des Occidentaux fragiles. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, alors en fait, ce que je voudrais dire, on a beaucoup parlé là du seuil des 40 degrés. On sait par exemple que d'ici 25 ans, en France hexagonale, on pourra atteindre les 50 degrés pendant une vague de chaleur. Et beaucoup de personnes s'imaginent que les pays de la bande tropicale, les pays du Sud, vivent quotidiennement avec 50 degrés. En fait, c'est faux. Si vous regardez quand est-ce qu'on a dépassé le seuil des 50 degrés dans des pays comme la Turquie, l'Algérie ou le Maroc, c'est seulement ces dernières années, entre 2023 et 2025. La température maximum sur Terre qu'on a enregistrée, c'est dans la vallée de la mort, et c'est 56 et quelques degrés. La vallée de la mort, c'est où ? La vallée de la mort aux États-Unis. Oui, d'accord, aux États-Unis. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on a vécu cette vague de chaleur au mois de juin 2026, on avait des cartes de température au niveau mondial qui nous montraient qu'en gros, les endroits où il faisait aussi chaud qu'en France, c'était quelques pays d'Afrique du Nord et puis au Moyen-Orient. Et donc, ce que l'on vit là en termes de vague de chaleur en Europe, c'est vraiment très intense. Et non, ce n'est pas le quotidien des pays du Sud. Donc ça, c'est pour répondre effectivement à cette remarque que j'entends très souvent et qui est fausse. Rappelons après que... Je vous coupe, ces cartographies qui annoncent par exemple le climat d'Alger à Lyon ou celui de Séville à Nantes, est-ce qu'elles sont fausses? Parce qu'elles tournent beaucoup quand même. Oui, alors ça, si on parle en termes de température moyenne, non, elles ne sont pas forcément fausses. Mais moi, je pense qu'elles sont extrêmement trompeuses parce qu'il n'existe pas aujourd'hui dans le monde un climat qui sera celui de Paris ou de Marseille en 2050. Pourquoi ? Parce que lorsque l'on réchauffe notre océan et notre atmosphère, on exacerbe les événements météorologiques extrêmes. Or, aujourd'hui, dans le monde, il n'y a pas un endroit où il y a autant d'événements météorologiques extrêmes que ce que nous aurons dans le futur. Donc les événements météorologiques extrêmes, c'est vagues de chaleur, pluies torrentielles, avec risque d'inondation, bien sûr, et puis les sécheresses. Donc pour moi, ces cartes, elles peuvent être vraies, je dirais, au premier degré, pour donner un peu une idée de la température en moyenne que l'on aura, mais elles prêtent à confusion parce qu'elles oublient tous les impacts que l'on va subir de ces événements météorologiques extrêmes qui deviennent plus intenses et qui reviennent plus régulièrement. Et dans ce contexte, Sylvain Grisot, comment choisir les bonnes essences dans la perspective du dérèglement climatique ? Oui, si vous voulez, on a ce problème de prévision. Alors oui, on peut évidemment établir un certain nombre de choses, mais globalement, affronter un autre climat, ça veut dire qu'on plante aujourd'hui sur un climat qui est d'ores et déjà bouleversé, des arbres qui seront là dans 20, 30, 40, 50, 80 ans, dans un climat globalement dont on ignore la nature. Mais c'est là-dessus où la transposition Nantes-Séville, par exemple, dysfonctionne complètement. C'est-à-dire quand on choisit le végétal, ce n'est pas une température moyenne qui nous intéresse. C'est comme Françoise le disait, à la fois des événements de crise auxquels il faudra en effet résister, mais c'est aussi des saisonnalités, etc., etc. Ça veut dire qu'il peut faire très froid cet hiver à Lyon et pour autant, on sait que dans 40 ans, il fera aussi très chaud. Ça veut dire que le végétal n'est pas adapté. Donc il va falloir miser finalement sur l'intelligence du vivant et miser sur une beaucoup plus forte diversité. Donc aujourd'hui, à partir du moment où quelqu'un vous dit qu'il sait ce qu'il faut planter pour le climat qui vient, c'est qu'a priori vous dit des bêtises. On ne sait pas.
Non, et donc il va falloir à la fois, revenir aux sources, revenir à la diversité, du végétal, diversité en termes d'essence, diversité génétique aussi, hein. On a des modes de production du végétal urbain, qui s'appuient beaucoup sur des butures, ça veut dire que c'est des clones, donc le même patrimoine génétique, le même ADN, hein, pour chacun des sujets. Donc ça, c'est voilà, typiquement un alignement d'arbres qu'on plante aujourd'hui, c'est, la même essence, le même âge, et le même patrimoine génétique. Donc ça veut dire que, c'est des arbres qui sont tous finalement fragiles à la même chose, que ce soit un ravageur ou un coup du climat. Donc, planter beaucoup plus, planter Et aussi beaucoup plus petit, mmh hein, ce qui nécessite aussi de commencer vite et de prendre du temps. et vous dites d'ailleurs, très rapidement, sur ce sujet qu'il va falloir aussi accepter d'en couper certains sans en faire un drame. Pourquoi? Parce qu'on en aura planté suffisamment pour que ce soit un acte de gestion comme on l'a dans toute bonne forêt, hein. Pas des coupes rases évidemment, Mmh. mais des actes de gestion ponctuels qui font que, bah, il faut couper certains arbres parce qu'ils risquent, de tomber, parce qu'ils sont malades et qu'ils risquent, de diffuser à d'autres et cetera, et cetera. Aujourd'hui, il y a un attachement extrêmement légitime au sujet, hein, Ouais. à l'arbre, à l'individu. Il faut qu'on en ait suffisamment planté pour que quelque part on s'attache, à la cohérence, d'un ensemble végétal qui s'appelle, Mmh. finalement la forêt urbaine. Dernière question, pour vous 3 très rapidement. Françoise Vimeux, est-ce qu'il faut légiférer pour imposer certaines mesures d'adaptation? Alors en fait, c'est une des recommandations du Haut Conseil pour le climat, hein, de porter au niveau, législatif et réglementaire, l'adaptation. Donc ça, la réponse, elle est oui. Et si c'est le dernier mot, je voudrais quand même, juste dire qu'on là, on parle beaucoup d'adaptation, mais l'adaptation, elle a des points durs, hein, et ça marche aussi pour la végétalisation. C'est des solutions qui fonctionnent jusqu'à un certain degré de réchauffement. Au-delà de certains degrés de réchauffement, c'est un mensonge de dire qu'on va réussir à s'adapter. Et je voudrais le redire, hein, l'autre jambe, c'est bien sûr l'atténuation de nos émissions de gaz à effet de serre Évidemment, pour oui, stabiliser le réchauffement. à grande échelle. Amandine Richaud-Crambe, est-ce qu'il faut légiférer? Oui, non, je suis désolée, je vous presse un peu? Non, non, je pense qu'il faut surtout accompagner. On peut, faire le travail d'accompagnement, aider à se poser les bonnes questions pour l'adaptation future justement et le travail sur l'atténuation. Merci de l'avoir rappelé, c'est très important. Mais il faut aider justement à se poser les bonnes questions pour, bien faire, et bien Merci. choisir, les méthodes d'adaptation. Bah, comme on a parlé de l'essence, on a des outils, qui existent, donc le Floriscope où il y a 1500 essences qui sont référencées pour savoir justement comment elles vont évoluer avec ce changement climatique. Merci. Mais il y a aussi pour éviter, voilà, je pense aussi la maladaptation. On n'a pas eu le temps d'en parler, mais on a vraiment Ouais, quelque chose à faire attention parce que merci. toutes les solutions ne fonctionnent pas de la même façon. Sylvain Grisot? Non, faut bien choisir ses députés et ses sénateurs. Je pense que c'est ça avant tout, hein, plutôt que de végétaliser. Faut bien choisir aussi son président et bien choisir ses élus locaux. Voilà, Je pense qu'aujourd'hui, il faut c'est dit. d'abord garder trace et exiger. C'est dit, ce sera le mot de la fin. Merci Sylvain Grisot, urbaniste, fondateur et président de l'association Transition urbaine. Je signale votre dernier livre, Redirection urbaine, paru aux éditions Apogée. Françoise Vimeux, climatologue à l'Institut de recherche pour le développement. Amandine Richaud-Crambe, ingénieure en environnement, coordinatrice scientifique et thématique à l'ADEME. Merci à vous de nous avoir suivis. Et à samedi prochain, on se quitte avec Pomme dans l'allée des séquoias. Bonne suite de programme sur France Culture. Quand j'ai marché